Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai décidé pour vous, et avec vous, de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants, comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors, comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire, et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leurs réussites, mais aussi de leurs échecs, ainsi que de ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Pour ce troisième épisode de Meet the Dev, je reçois Anthony Kraft, qui est game designer indépendant dans un studio mobile à Paris qu'il a lui-même monté avec quelques-uns de ses habits. On a parlé avec lui de son projet 846, projet de VR qui vous replonge dans l'horreur de ce qu'a pu vivre les gens dans les tours lors du 11 septembre, mais également de son goût pour le jeu mobile et de son envie d'indépendance, et c'est ça vraiment le sujet principal qui va être en ligne rouge de tout le podcast, envie qui va naître assez tôt dans sa carrière. Attention, c'est parti. Alors on se retrouve pour l'épisode 3 avec Anthony Kraft. Anthony, bonjour. Bonjour Franck. Alors Anthony, on va sauter immédiatement dans notre interview. Je vais te poser 3 questions, les 3 questions majeures de ce podcast. La première est: qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Donc, moi je suis game designer. Je suis game designer à Bad ID. C'est un studio tout neuf, tout récent, que j'ai créé avec 5 collègues, avec 5 camarades, 5 amis, avec la famille, avec les frères, il y a maintenant quelques mois. Donc on fait des jeux mobiles et de la presta, notamment en réalité virtuelle et ce genre de trucs. Tout ce qui se fait en gros avec un moteur de jeu vidéo, majoritairement. Et je sors de quelques mois Et t'es chez passé Quantic par Dream. quelques boîtes avant, ouais. Et On va revenir là-dessus. on va revenir On va là-dessus si tu revenir veux. Et je là-dessus. sors aussi juste avant, un an et demi chez Eden Games, un studio à Lyon. Donc je travaillais déjà, j'avais la chance déjà de travailler sur du mobile, sur de la Switch, sur de la PS4, sur de la VR. Donc je commence à avoir vu pas mal de choses, donc c'est pas mal. Et avant tout ça, parce que j'étais en train de le faire en reverse, là, le parcours. Avant tout ça, j'ai fait mon master à l'Engmin, à l'École nationale des jeux et médias interactifs numériques, qui est située dans la belle petite ville d'Angoulême, euh, où j'ai été game designer, du coup. Ok. Et voilà. Et du coup, on va maintenant, vu qu'on a eu dans un sens ta timeline, on va la reprendre dans l'autre sens et Non, mais essayer t'as de la bien raison. détailler un petit peu. Du coup, tu l'as dit, t'as fait l'Engmin, le master, donc ça veut dire qu'avant l'Engmin, t'as fait autre chose? Ouais, bah ouais, parce qu'en Engmin, tu rentres en bac+3, donc il faut avoir fait d'autres choses avant. Moi, j'ai fait pas mal de trucs avant. J'ai fait un peu d'histoire, un peu de droit, et j'ai fait de l'informatique. J'ai un DUT informatique et une licence D'accord. en gestion de système d'information, pour faire court. En plus, j'étais en apprentissage, donc j'ai fait pas mal de trucs. Je travaillais dans des grosses structures comme Air France KLM. Mais bon, l'objectif, ça a toujours été de faire du jeu vidéo, donc je suis rentré après tout ça en passant le concours à l'Engmin en game designer en 2014. D'accord. Et du coup, là-bas, donc tu suis ton parcours et évidemment, tu sais vers quoi je vais arriver. Il y a Je sais. un pilier de ton expérience, de ta carrière qui est là-bas. C'est que donc à l'Engmi, vous développez des projets et donc vous développez un projet qui s'appelle... Ça s'appelle, si on va parler de mon premier projet que j'ai à l'Engmin, le premier gros projet, qui était mon projet de première année en Master 1, qui est un projet de 3 mois, ça s'appelait 846, 8h46. Et donc pour faire court, hein, on va déjà commencer Le par faire court pitch. pour la jeunesse du projet. Le projet de première année à l'Engmin, c'est un projet de 3 mois où le concept c'est vous allez faire un jeu avec un début, un milieu, une fin, et la personne qui va jouer lors de la soutenance, qui se passe en amphithéâtre, connaîtra pas le projet. C'est le pitch de départ, soit. Moi, j'avais déjà rencontré 5 camarades à l'Engmin avec qui on voulait travailler. S'était rendu compte qu'en fait, on avait envie de faire notre projet de première année ensemble, et on a décidé de trouver un sujet. On avait la chance à l'époque déjà d'avoir des Oculus Rift DK1, la première version du Development Kit Oculus Rift à l'école. Du coup, on s'est dit, vu que le délire du première année, c'est à faire un truc un peu arty, on ne va pas non plus se bloquer, potentiellement faire de la nouvelle tech et potentiellement faire un truc arty. Après ça, il y a un truc très bête qu'on a commencé à se dire, c'est qu'est-ce qui nous rassemble, parce que finalement on est 6 dans l'équipe à ce moment-là et on se ressemble pas forcément nécessairement. Pas des parcours qui sont exactement les mêmes, il n'y a pas forcément des mêmes milieux sociaux, même si
On va pas non plus faire les fous, on est aussi 6 gars blancs, hétérosexuels, jeunes, classiques du milieu du vidéo, mais on a quand même socialement des goûts, des appétences différentes. Et on s'est dit qu'est-ce qui nous rassemble majoritairement, c'est générationnellement, c'est le 11 septembre. Et là, on commence à se dire qu'est-ce qui est intéressant à dire à la fois sur le monde et sur le jeu vidéo, en parlant potentiellement du 11 septembre. Parce que c'est un sujet qu'on peut traiter, et sur lequel on peut dire un truc intéressant. On s'est rendu compte que, Alors que vous n'êtes pas américain. alors qu'on n'est pas américain, mais d'un autre côté, je considère que nous, on a vite considéré que le 11 septembre, c'était pas un événement exclusivement américain, c'est un événement global qui a déterminé globalement notre partie du principe. C'était ça qui avait fait la rupture en début de siècle et qui avait déterminé le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui le monde, le monde du Vigipirate, le monde du terrorisme, le monde des attentats à Charlie Hebdo, du 15 novembre et ainsi de suite. Ça, c'est globalement pour nous le post 11 septembre, le post Afghanistan, le post Irak et ainsi de suite, dans lequel on vit aujourd'hui. Alors que les générations d'avant nous, ils vivaient plus dans le post guerre froide, la chute du mur et ainsi de suite. Et du coup, nous on s'est dit le 11 septembre comment on le voit, comment on le visualise, et on a tous tout de suite en tête, moi j'ai tout de suite en tête en tout cas, les images d'hélicoptères, l'avion qui rentre dans la tour, les 1h30 où on voit les tours qui sont en feu, donc avec la fumée et ainsi de suite, puis qui s'écroulent. Et en fait, on a vite le sens de l'ampleur de l'événement en tant qu'événement historique, mais on ne pense pas nécessairement, à part évidemment les familles de victimes, mais ça en viendra plus tard, on n'a pas nécessairement la portée, ce que ça représente pour la personne qui est dedans. Ça représente individuellement d'être dans un événement aussi absurde, parce qu'aujourd'hui, le 11 septembre, on peut le réfléchir assez facilement, et le conceptualiser assez facilement, mais le 11 septembre, c'est 3000 personnes qui sont venues le matin pour travailler, un mardi matin, en plein été indien, en septembre, à New York, dans la plus grande métropole du monde, et qui se sont pris un avion dans la tête. Et globalement, ça veut dire que ça peut globalement dire qu'il peut t'arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. À peu de choses près. Et donc, on s'est dit, en plus, ça marche plutôt pas mal globalement avec l'exercice, qui était que si on veut mettre quelqu'un dans la peau de quelqu'un qui est victime finalement du 11 septembre, l'exercice de Lensmin qui était de filer le jeu à quelqu'un qui ne sait pas de quoi parle le jeu, ça permet de mettre notamment encore plus en VR avec ce que la VR peut apporter en termes de sensation de présence. Ça permet de le mettre dans la peau en mode je suis en train de je suis dans mon bureau, je suis en train de traiter des dossiers et boum, on prend l'avion dans la tête. Pour faire court, c'est ça, tu vois. Du coup, voilà, nous, le truc, ça commence à nous chauffer de ouf, d'autant plus qu'on avait aussi très 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 l'envie, depuis très longtemps, de pas faire des jeux classiques du vidéo avec des univers oniriques ou alors avec des elfes ou des aliens. Je t'avoue que globalement, ça nous intéressait pas beaucoup. Et qu'on préférait faire ce que depuis j'ai découvert comme genre, avec notamment Florent Morin de The Pixel Hunt, j'ai découvert que ça s'appelait les jeux du réel, quoi, des jeux qui parlent du vrai monde. Et du coup, je t'avoue que c'était un peu l'appétence qu'on avait à ce moment-là de parler du vrai monde, tout en même temps parler de jeux vidéo dedans. Mais ça, on peut revenir. Du coup, on a commencé un gros travail de documentation sur le 11 septembre, à bouffer du documentaire, à bouffer du bouquin, à bouffer des vidéos, à regarder les vidéos YouTube des appels des victimes dans les tours, donc c'était pas forcément les journées les plus joyeuses. Et on a aussi eu la chance de pouvoir interviewer un survivant, un des rares survivants qui était au-dessus du niveau d'impact dans les tours. Il était dans la tour sud, et donc il était au-dessus de l'endroit où l'avion a atterri dans la tour sud, et c'est un des rares qui a réussi à descendre. Ils étaient 4, si mes souvenirs sont bons, à avoir réussi à descendre. Et ils étaient tous dans la tour sud. Parce que dans la tour nord, il n'y avait juste pas moyen de descendre. Parce qu'il y avait 3 escaliers dans chaque tour. Et les 3 escaliers de la tour nord, ils ont été coupés par l'avion. Donc il n'y avait vraiment aucun moyen de sortir de la tour. Et du coup, on a eu la chance qu'il accepte de nous raconter son histoire, son expérience là-bas, comment il a vécu la chose, comment il décrivait les sensations qu'ils avaient, qu'est-ce qui lui a permis de vivre, comment il imagine un projet tel que le nôtre, est-ce que ça le choque ou pas. Et à ce moment-là, lui, il nous a dit non, moi ça me paraît ok. Avec le discours qu'on avait, la posture qu'on avait, et lui, la façon dont il vivait son drame, il nous a dit allez-y. À partir de là, on s'est beaucoup moins posé la question de est-ce que légitimement on pouvait le faire ou pas le faire. D'autant que ça restait un projet étudiant à la base. Et voilà, on est parti sur ça. Donc on avait un double discours à la base, c'était un petit peu sur un petit discours sur le monde en mode parfois t'es au mauvais moment, au mauvais endroit. Et il y avait l'aspect jeu vidéo où on voulait faire un jeu où t'es pas le héros.
dans le sens où D'accord. dans 846, tu es au 100e étage de la tour nord du World Trade Center à 8h45. À 8h46, il y a l'impact sur la tour. À partir de là, tu es condamné. Et on nous a beaucoup posé la question après, en mode pourquoi est-ce que si je fais les choses assez vite dans le jeu, pourquoi je peux pas m'en sortir? Alors nous, on n'a jamais utilisé trop le mot jeu d'ailleurs, publiquement. Donc là, on fait un podcast sur les jeux, donc je t'avoue que je vais pas faire la distinction, je m'en tape. Hein. C'est globalement le même vocabulaire en termes de grammaire à l'intérieur. Donc on peut dire jeu, expérience interactive, expérience narrative, machin, ça revient au même. Mais j'ai beaucoup demandé pourquoi, si je fais les trucs vite, bah je peux pas m'en sortir. Et là, il y avait un gros truc qui se posait, mais qui était évident pour nous, c'est que si tu peux t'en sortir, t'es en train de dire que les autres ils ont perdu. Que les gens qui sont morts dans la vraie vie, ils ont perdu. Tu vois. Ouais. Et ça, c'était fondamentalement impossible. Nous, on pouvait pas te dire que les gens qui sont morts dans les tours, ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas assez rapides ou pas assez performants. Il n'y a pas cette notion-là. Donc, on a fait un truc qui était très documentaire, surtout pas larmoyant, parce que le truc est déjà bien assez puissant émotionnellement, l'événement, pour qu'on n'a pas besoin de rajouter des bruitages. Il n'y a pas de musique dans le jeu. Il y a juste des bruitages et des situations qui sont toutes inspirées d'histoires de ce qu'on que le gars avait a raconté ou entendues ou racontées du coup par le survivant sur comment ça s'est passé à ce moment-là, avec les moyens qu'on avait en tant qu'étudiant. Donc c'est un peu moche, c'est pas très bien joué malheureusement parce qu'on avait des acteurs qui sont pas natifs américains et du coup on fait ce qu'ils pouvaient avec le texte qui était en anglais. Mais il y a l'émotion, je pense qu'elle passe. Je pense que il y a plein de choses encore aujourd'hui où je me dis que je les changerais pas beaucoup, même si je les refaisais 3 ans plus tard, notamment sur le tuto et la façon dont on apprend à bouger, à se déplacer, notamment la façon dont on arrive à retranscrire les situations. C'est plus sur l'apprentissage de la VR du coup, en soi là. Bah, c'était un petit peu après, je t'avoue que c'était encore les Oculus, il n'y avait pas les touch, tu vois, donc tu te déplaçais avec une manette de 360, donc aujourd'hui ça a beaucoup vieilli d'un coup parce que forcément. tu joues avec une manette de 360, quoi. Donc c'est clair qu'aujourd'hui tu te dis qu'est-ce que je fous avec une manette de 360 quand t'es habitué à jouer à Super Hot VR ou à Skyrim, tu vois, c'est pas exactement le truc le plus optimal, mais soit. Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est une expérience. Voilà, au final, on a fait ça en 3 mois. Je t'avoue qu'on s'est un peu déchiré pour faire ça en 3 mois. Et que je pense réellement que le résultat est vraiment pas mal. La build est toujours accessible en ligne? C'est toujours accessible en ligne, mais pour pouvoir l'expérimenter, il faut avoir un Oculus Rift Decade. Parce que ça a été buildé sur une Unreal Engine 4 points, je sais pas combien, 4.8 sans doute, 4.7, un truc comme ça. Et du coup, sur la version release, ça marche pas. C'est un petit projet qu'on a, nous, d'à côté, de faire une version compatible Oculus Consumer Version dans les semaines, mois à venir, parce que ça devrait pas être très long, je pense. Mais ça sera, en tout cas, ça serait juste pour qu'il soit jouable, quoi. Ce serait pas pour le déboucher, tout à fait. Juste pour le rendre, juste pour l'archivage, quoi, parce que c'est un problème dans le jeu vidéo, les trucs sont pas archivés. Et on en reçoit encore des mails aujourd'hui sur l'adresse mail. Justement, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça, vous l'avez sorti en ligne. Il y a sans doute donc, ce qui eu s'est des passé, vidéos. Alors, comment ça s'est passé? Du coup, notre projet se terminait en juin 2015, à ce moment-là. On passe vite fait l'été où voilà, on était en vacances, donc vite fait par-ci par-là, on a fait des petites optimisations, notamment performance, parce qu'à l'époque c'était vraiment critique, tu vois, en VR, la performance. Et on décide de le sortir le 11 septembre 2015. Parce que ça paraît logique quand tu fais un jeu sur le 11 septembre et que tu as le temps de le sortir le 11 septembre. À ce moment-là, on le sort, je rappelle, sur l'Oculus Share. Donc on le sort sur un truc de démo, on ne prend pas un billet, où finalement le projet nous a plus coûté de l'argent que rapporté, qu'on soit d'accord. Et on le sort, et globalement, ça fait quand même pas mal de DL par rapport au rythme de DL des sorties classiques de l'Oculus Share. Mais rien de folie, tu vois, c'est on devait être, je sais pas, 1000, 2500, un truc comme ça. Avec des retours qui sont, en plus des retours de gens qui sont des enthousiastes verts, tu vois, donc qui ont envie d'expérimenter des trucs, et déjà des premiers retours qu'on avait déjà à l'école sur c'est dégueulasse, faut pas le faire, machin. Oui, c'est une question morale, quoi. Il y a une question morale, mais il y a une question que moi je considère qui se pose. Tu vois, la question elle se pose complètement. Je dis juste que moi je suis pas d'accord sur le fait que le truc se fait pas. D'autant plus que je vois pas pourquoi on le ferait pas en jeu vidéo, vu ce qui se fait en film et vu les trucs horribles que je vois régulièrement en film sur des guerres qui ont 2 ans, tu vois. Je veux dire que si tu vas voir American Sniper au cinéma, c'est 200 000 fois plus sale que ce qu'on a fait avec F46, tu vois. Et bref, bon, ça c'est un autre sujet, ça peut être un sujet tout entier, la morale de devoir faire ça, mais bref, c'est un sujet à part. Donc il y avait les sujets cette question-là qui se posait. D'ailleurs, on a été élu à un moment jeu le plus sale du monde devant Hatred,
par un site, Ah ouais? un site de guignol à clic sur N4G. Hatred qui Et était ça rotait. un jeu de massacre de masse. Bah oui, tu vois, en gros, il y avait un classement des top 5 des jeux les plus sales de la Terre, tu vois, les plus dégoûtants de la Terre. On était tout premier. Donc Pas mal. ouais, ouais, ouais. Beau palmarès. Ouais, bah en soi, je peux le dire, tu vois, il y a un site à la con, dont je me rappelle plus, mais je pourrais le retrouver, qui nous a élu site le jeu le plus dégueulasse du monde. Devant Hatred, quand même, qui est quand même un vieux jeu de néo-nazi, donc c'est quand même une belle performance. Ouais, beau score. Et du coup, derrière ça, les retours des gens donc, qui ont apprécié ou pas l'expérience, mais est-ce qu'il y a eu des gens, peut-être des familles, des amis, des victimes qui vous ont contacté, ou des gens aux États-Unis qui ont été touchés de près ou de loin? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que c'était sorti finalement dans la catimini, en catimini, tu vois. Et nous, ça nous posait aucun problème parce qu'on Projet c'est pas un billet étudiant. dessus, ouais, qu'on soit d'accord. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était sorti, on était content qu'on avait quand même du téléchargement pour des étudiants 1500 DL de ton jeu, t'es content. Enfin, je suppose que tu peux confirmer qu'en tant qu'étudiant, t'as mis ta 2000 DL de ton jeu, t'es content. T'es Parce que content. t'es content que des gens essayent des choses que tu fais, quoi. Tout à fait. Et tu Et restes puis content on tout a le long de ta carrière quand les gens essayent, hein. tout à fait, mais après c'est plus 2000 personnes, C'est plus quoi. les mêmes échelles. C'est plus les mêmes échelles. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On est en contact avec justement, on est mis en contact avec Florent Morin, qui travaille donc chez The Pixel Hunt, qui récemment, cette l'année dernière, a sorti notamment Bury Me My Love ou Enterrement Mon Amour, Mhm. qui était nommé au VGA, donc encore une fois, qui est un gars super en plus, Florent, et qui discute avec nous, qui fait une interview de nous, qui le poste sur son blog, et qui nous propose de faire une soirée de test à Paris, dans ses locaux. Donc on ramène du matos, on ramène le jeu, on ramène le casque, et on fait tester à plein de gens qu'on connaît pas. Tu vois. Au milieu de ces gens, il y avait un blogueur de Libération. Et Ok. il y a un article sur un blog de Libération qui sort à un moment. Et genre 2 semaines plus tard, 10 jours plus tard. Et là, d'un seul coup, boum, on a des articles dans le monde entier qui popent de partout, des demandes d'interview qui popent de partout. Euh, Généralement plutôt négatives. Enfin, les articles étaient généralement plutôt négatifs. Ça veut pas dire qu'ils ont pas, ça veut pas dire qu'ils ont tort d'être négatifs, mais ils étaient négatifs. Oui, surtout en mode qu'est-ce que c'est? Ils ont pas le droit de faire Pas, ce genre de truc, pas quoi. On est tous. Alors la presse française était chill, la presse d'accord. spécialisée jeux vidéo était chill, et il y avait des presses. On est passé sur Fox News, tu vois. Donc tu imagines l'accueil sur Fox News, tu vois. On a reçu des demandes, on a reçu des invitations. On nous a proposé d'aller à Los Angeles pour aller dans un talk show à Los Angeles, et on a senti le guet-apens à 300 000 mètres. On a dit on n'y va pas. Et on a vu après, ils nous ont envoyé quand même, c'était drôle parce qu'ils nous ont quand même renvoyé après par mail, après qu'ils aient fait le truc, mais tu sais, un mail trop mignon en mode ah bah merci quand même d'avoir répondu à nos questions, parce qu'on a répondu par mail. Merci quand même d'avoir répondu à nos questions, super, on espère retravailler avec vous plus tard. À côté, il y avait l'article avec le bout de la vidéo où on défonce nos races, complètement, tu vois. En mode les 4 gens dans le talk show, le public qui fait ouh, tu vois, et tout. J'étais là, genre, ah, d'accord, ça se passe bien, ok, très bien, cousin, on va se mettre bien. Et tu vois, il y avait des trucs qui étaient. Et des articles vraiment de. Il y avait vraiment plein de trucs différents. On a eu des articles d'opinion en mode c'est intéressant pour le média de faire des trucs. Pas nous, notre truc, là, la réalisation était pas folle, hein, mais Ouais. d'aller dans cette voie-là, que l'averse permette de faire ce genre de choses. D'autant que c'est à l'époque où, où il y a eu 2 trucs qui ont été annoncés à peu près en même temps, qui étaient d'une part le jeu sur Titanic, qui est jamais sorti, mais qui était dans cette idée-là, et le jeu sur le sous-marin russe qui a coulé, Ouais. je sais plus comment il s'appelle, je suis en Ouais, train de chercher le nom, mais qui est fait par des Polonais, je vois et lequel. qui a Ouais. exactement les mêmes problèmes que nous on avait, c'est-à-dire que c'est des Polonais qui font un jeu sur des Russes, que ça, c'est pas kiff. Enfin, en Russie, ils sont pas fans. Tu vois. Mais bref. Donc il y a eu des articles d'opinion sur ça, sur le fait que c'est intéressant que les vidéos permettent de dire des choses comme ça, de potentiellement d'avoir un potentiel pédagogique, sans que, Ouais. encore une fois, je prétende que F46 que ça soit assez bien fait pour avoir cette vocation-là, mais ça parlait de ça. Ça parlait de la réalisation, parfois. Les gens qui disaient ouais, ça aurait pu être bien, mais c'est tellement mal fait que c'est pas la peine. Ok, bon, d'accord, je peux accepter, hein, franchement, c'est mon jeu étudiant. Et il y avait des articles qui étaient vraiment conceptuellement, je suis contre. D'accord. C'était vraiment globalement ça, tu vois. Et le positif dans tout ça? Quel a été les Bah, retours positifs? Parce que tu bah, dis que t'en as retiré que du positif. non, mais du coup, je continue. Il y a notamment un truc, moi, qui m'a vraiment posé un gros problème. Fox News, ils ont fait Fox News, c'était un Fox News régional, Fox News Washington, ou je sais pas quoi. Ils ont fait un article, ils ont fait une vidéo, un reportage sur F46, et ils ont amené la vidéo de F46 à une sœur des victimes. Forcément, la sœur des victimes, elle kiffe pas, et elle dit, ouais, c'est dégoûtant, je comprends pas pourquoi les gens ils font ça, moi, ça me met mal de voir la vidéo, tu vois. Alors déjà, je suis là, je me dis, c'est vraiment un gros connard, le mec, de lui montrer la vidéo de ça,
tu vois. Et évidemment, le public, c'est évidemment pas les familles de victimes. On sait très bien que ce sont les seules personnes réellement dans le monde à s'être mis à la place des gens qui sont morts dedans, tu vois. Ça n'a aucun intérêt pour eux de se me remettre à la place dans un jeu vidéo, ils se sont mis à la place 1000 fois. Ils ont reçu les appels de leur famille, tu vois, enfin, des gens qui allaient crever dans le truc ou dans l'avion, tu vois, ils n'ont pas besoin de ça. Et évidemment, c'est pas pour eux qu'on l'a fait. Donc évidemment, je sais que ça l'a forcément blessé quand on a vu la vidéo, mais A, c'est pas moi qui lui ai montré la vidéo, B, je l'ai pas forcé à jouer au jeu, et C, c'est pas pour toi, tu vois, je suis désolé, mais enfin, je peux pas plus rien y faire. Tu vois, quand en France on fait un film sur le Bataclan, à mon avis, c'est plus vénère, tu vois, parce que tu vas voir des affiches dans le métro. Moi, je t'ai pas mis des affiches dans ton métro pour te montrer qu'il y a un truc qui existe sur le 11 septembre. Tu vois. Mais en dehors de ça, on a eu des retours positifs dans certains articles, mais surtout, on a eu 2 mails qui nous sont arrivés de survivants des tours. Ok. Et là, du coup, j'ai pas préparé mon podcast, donc je les ai pas sur le côté, mais on a reçu 2 mails sur les 20 des tours, et il y en a un, il nous disait clairement merci, tu vois. Et à partir de là, je te garantis, moi, il y a plus rien qui peut me toucher, tu vois. C'est un mec qui était dans la tour, il est sorti, il me dit merci, il disait, il nous disait que c'était très proche de ce qu'il avait vécu, et qu'il était content, qu'il était vraiment content qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. À partir de là, moi, tu peux me dire tout ce que tu veux sur ce que tu penses, de ce que j'ai le droit de faire ou pas faire, j'en ai plus rien à foutre, pour être honnête avec toi, tu vois. Je considère que ça peut avoir une raison d'être dans le truc, parce qu'il y a des gens qui sont plus touchés que toi, qui s'en plaignent pas. Mais on a aussi, je vais pas te raconter que les trucs beaux, on a reçu aussi un mail d'une famille de victimes, je crois, invérifiable, mais en tout cas qui se présentait comme famille de victimes, qui était voilà, qui était en mode ouais machin, c'est dégoûtant, faut pas faire ça. Et on a reçu des gens complètement fous qui nous envoyaient des mails enfin tu vois, qui espéraient notre mort, tu vois, vraiment en mode des gens qui nous disaient qui nous disaient clairement, en gros, j'espère que vous allez mourir, quoi. C'était ça le texte, quoi. En anglais, avec à peine plus de forme, mais c'est ce que ça disait, quoi. Tu dois pas être très plaisant à lire, à recevoir. Il y avait un truc majeur aussi, il y avait beaucoup de mails, il y avait beaucoup de trucs qui disaient un studio français fait un truc et tout, et en fait, il y a beaucoup de gens qui percutaient pas, qu'on prenait pas un billet, qu'on n'allait pas prendre un billet, c'était pas une démo, c'était pas, tu vois, c'était fini. Et on recevait des mails de gens qui disaient ouais, c'est dégoûtant de faire de l'argent sur ça, machin et tout, tu vois. Et je pense qu'il y avait ce côté-là, alors que nous, c'était hors de question, à aucun moment. Alors qu'on a eu des propositions, vu qu'on a eu beaucoup d'expositions médiatiques et on a eu beaucoup de téléchargements. On a eu des propositions de gens qui sont venus nous voir en mode ouais machin, on aimerait le mettre sur machin, ou le mettre dans un centre vert à Shanghai où il y a des droits d'entrée, vous pouvez prendre des billets dessus, et on a dit non. Ah ouais. Mais il y avait aussi cette vision-là que les gens pensaient on profitait vraiment financièrement du malheur des gens. Ouais, alors que c'est Alors, encore une absolument fois, pas le cas, quoi. c'est encore un truc qui a jamais dérangé le ciné, tu vois. Donc je sais pas pourquoi, je suis même pas sûr que ça soit si choquant que ça. Mais nous, vu qu'on savait très bien de base déjà quelle allait être la réaction épidermique à juste entendre jeux vidéo 11 septembre, évidemment c'était inconcevable. Puis Ouais, surtout, bien le sûr. truc était pas du tout assez bien pour facturer ça. C'est bon. En dehors de ça, tu vois. Mais D'accord. aujourd'hui, tu le vendrais comme enfin, si on peut faire un résumé, c'est un jeu, une expérience documentaire sur ce que ça a pu être à l'intérieur, quoi. Moi, si j'en parle à quelqu'un qui est pas du milieu du jeu vidéo et tu vois, j'ai envie de prendre des pincettes en le disant, oui, je dis ça comme ça. Et de toute façon, c'est la façon dont nous on l'a conçu. C'est une Bien expérience sûr. c'est vraiment un truc documentaire sur qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui subit ça à ce moment-là. Tu vois. Et c'est pas un truc effectivement pour tout le monde. Tu vois, nous quand on était à l'ESMU à ce moment-là, à un moment, on était en fin de projet et il y a des collégiens qui visitaient l'ENMIN, tu vois. Et les collégiens ils visitent et tout, et du coup on leur fait une démo juste de Unreal, tu vois. Et à la fin, moi j'ai un flash et je leur dis vous êtes nés quand? Et ils m'ont dit 2001. Du coup, ça veut dire que ces gens, enfin, tu vois, ces gens-là, c'est rien pour eux, ça n'existe pas le 11 septembre, tu vois. C'est un concept dans un livre d'histoire. Autant que pour toi ou moi, la chute de l'URSS, tu vois. C'est un concept dans un livre d'histoire. Du coup, je sais pas, nous ça nous paraissait pas forcément important, mais ça nous paraissait pertinent de parler de ça. Et de toute façon, on avait envie de le faire, et on défendait aussi l'idée que dans le jeu vidéo, tu puisses parler de plein d'autres choses que ce qu'on parle régulièrement dans les jeux vidéo. Je suis content d'avoir pu avoir ton avis et tes propos parce que du coup, bah, comme je te dis, on en a quand même entendu du mal. Nous, on les a pas reçus les mails, tu vois, hein. Ouais, bah je me doute bien, oui. Du bien et tout que ça a pu être chez certaines personnes. Donc c'est intéressant d'avoir ce discuté-là. Si ça te dérange pas, on va avancer parce que Ah non, mine de mais rien, vas-y, ce hein. projet-là, c'est ton première année de master. Mhm. Et du coup, en deuxième année, je suppose qu'il y a un autre petit jeu qui va suivre. Ouais, qui était pas bien du tout. On peut en parler très très succinctement, parce que je pense Non, qu'il y a il n'y a pas beaucoup grand plus chose de à choses dire. intéressantes après. C'était pour le projet de deuxième année. On avait décidé de faire un jeu qui était aussi un jeu un peu du réel. On s'est planté complètement. Le jeu n'était pas intéressant, ça racontait pas grand chose.
Moi, je sais que j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là parce que je considérais que le projet de l'année d'avant, X46, c'était un truc qui était réussi. Et ça, je considérais Ouais, que c'était un truc qui était raté, raté en partie, voire en grande partie, par moi, tu vois. Et ouais, du coup, c'est important aussi de parler des trucs qui sont ratés et d'accord, de bien comprendre que c'est bien pas sûr, grave, bien surtout quand sûr, t'es à l'école. tout à fait. Ça c'est. Surtout quand t'es à l'école, hein. Mais du coup, alors un projet que tu considères bien, un projet que tu considères raté, de l'apprentissage. Comment tu rentres dans l'industrie du coup? Parce que là, tu travailles pas dans une entreprise jusque-là. Donc comment tu vas mettre ton pied dans la première entreprise? Fin de Master 2 à l'Engmin, on cherche un stage de entre 4 et 6 mois, je crois que c'était. Et j'ai la chance, la grande chance de rentrer chez Eden Games en tant que level designer, qui était plutôt un poste caché en mode tu fais tout dans la vie. Tu fais tout, pas Ouais, au sens tu voilà. travailles beaucoup, au sens tu touches un peu à tout. Et c'est plus le général game slash level designer qu'on peut retrouver sur certaines annonces dans Exactement, les c'est petites plus boîtes, large. quoi. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, moi, le level design, c'était plus mon travail. D'autant que c'est, comme on disait d'ailleurs avant le podcast, on discutait toi et moi, c'est pas non plus là où je suis le plus brillant. Et du coup, ouais, j'ai eu la chance de rentrer là-bas à ce moment-là où l'équipe GD était très réduite, dans le sens où c'était le lead designer Gauthier Roussel, qui est un homme formidable, Léo Lefebvre, qui était plus ou moins à mi-temps là-bas, qui gérait plutôt l'économie du jeu. Et je suis rentré là-bas à un moment où ils étaient en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Gear Club, qui est un jeu de course sur iOS et sur Android. Moi, les jeux de course, j'aime ça. Et ça me changeait beaucoup, 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 finalement, du ton des projets que je faisais Ah à oui, l'école, parce là, que on je peut m'étais dire mis que que c'est dans des sûr. projets, je m'étais mis que dans des projets un peu vénères, un peu arty, et du coup, ça me faisait du bien aussi de reprendre un peu plus les bases. Et voilà, j'ai la chance de rentrer là-bas, qu'on me fasse confiance vite, de toucher à plein de choses, d'apprendre plein de choses et d'être relativement fier quand même fier du travail que j'ai produit là-bas. Et je pense que c'est là-bas que toi et moi on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait. Du coup, je reste quand même 6 mois en stage. Après, je reste encore 6 mois en contrat. Donc du coup, à ce moment-là, tu touches un peu à, ouais, comme tu as dit, et surtout de l'économie, du Je système. touche beaucoup à ce qui touche plus de la data, pas mal de data, pour analyser le comportement des joueurs, Ouais. améliorer les Mais performances du jeu. c'est ton premier pied dans le mobile. C'est mon premier pied dans le mobile à ce moment-là, ouais, tout à fait. Et D'accord. attends, tu tiens. Et toi, à ce moment-là, La conduite de ton interview est quand même pas mal, hein. Je vois où tu veux en venir avec mon premier pied dans le mobile. et toi, à ce moment-là, Tout à fait. Donc là, la... c'est la première fois que je touche à un jeu mobile, que je benchmark plein de jeux mobiles. Benchmarker qui veut dire je joue à plein de jeux mobiles à mon bureau, ce qui était un peu nécessaire. En plus, c'est l'époque où Ouais. Clash Royale est sorti et où c'était quand même assez brillant. Et voilà quoi, apprendre plein de choses, faire plein de choses pour finalement sortir un jeu. C'est le premier jeu commercial que j'ai shippé sur mobile, puis sur Switch. Et c'était vraiment un plaisir. Du coup, je suis resté un an globalement sur place. Puis moi, il fallait que je rentre parce que je suis parisien à la base. Je Mais voulais rentrer attends, à je Paris. t'interromps. Du coup, à ce moment-là, est-ce que tu sors d'école, truc un peu arty, comme tu l'as dit, hein, je reprends tes propos. Ouais, c'est moi qui le dis. Est-ce que tu te dis, comme beaucoup de gens peuvent encore se dire aujourd'hui, et moi je trouve ça complètement dingue, mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, ouais, je vais aller voir ce qui se passe dans le mobile, mais le mobile c'est nul, le mobile c'est on fait de l'argent, etc. Ou est-ce que pas du tout? Bah moi pas du tout parce que moi le mobile ça me branche enfin de base ça me branche. Tu vois, de base j'ai une appétence dans le fait que y a un truc qui est beau dans le mobile, malgré le fait que les gens ils trouvent des expériences qui sont creuses ou pauvres ou que c'est très orienté sur la monétisation. Le truc qui est magnifique dans le mobile et qui sera jamais vrai sur une console, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent et qui peuvent jouer quoi. Et que quand t'as des grands-mères qui jouent à Candy Crush, t'en as pas beaucoup qui jouent à Mario, tu vois. Mhm. Et moi, je fais partie de ceux qui, je crois vraiment très profondément aux jeux vidéo, et je crois très profondément que ça passe par le fait que tout le monde joue aux jeux vidéo, tu vois. Et je pense que le mobile, c'est un média majeur pour ça, parce qu'il y a peu d'interactions aussi simples que ça, à part, au final, utiliser vraiment ton corps avec sans doute de la VR plus tard, moi non, moi de base, j'ai jamais été snob par rapport au mobile, ça m'a toujours fait kiffer, et puis tu vois des chiffres directement, tu vois, le nombre de gens qui jouent à ton truc, Ok, c'est beau parce que c'est jamais un argumentaire qu'on entend, tu vois. C'est peut-être la première fois que j'entends cet argument-là, donc c'est beau. Je trouve ça Bah, beau. bah tant mieux alors. Mais ouais, moi en arrivant en tout cas, j'étais content. Mais je replonge sur ton parcours, donc toi, il faut que tu reviennes à Paris pour y vivre, raison personnelle. Et à ce moment-là, tu switches sur un tout autre sujet. Moi je continue à travailler pour Eden, D'accord. en plus ou moins en freelance, enfin voilà, pas à À mi-temps quoi en distance. gros. Donc je travaille voilà sur des sujets plus macro finalement au jeu parce que j'avais plus le temps de traiter les trucs un peu plus avec plus de minutie. Donc vraiment c'était plus sur des projets, sur des game concepts.
et ce genre de choses, ou vraiment des features quoi, pour le jeu. Il se trouve que à ce moment-là, j'apprends, pour des circonstances un peu compliquées, qu'il y a besoin de quelqu'un chez Quantic Dream Ouais. en game design, et je me dis c'est un peu l'opposé, en sachant que moi depuis le départ, mon intention initiale depuis que je suis sorti de l'école, c'est de créer une entreprise. Mais je me dis, c'est un truc totalement différent. Je peux aller voir une structure qui n'a rien à voir, sur des projets qui n'ont rien à voir, des méthodes de production qui n'ont rien à voir, et des cycles de production surtout qui n'ont rien à voir. Ouais. Mais faut le dire, Et ça du c'est coup, important. Toi, à ce moment-là, ton objectif, c'est déjà, t'as déjà en tête un objectif de faire ta propre boîte, quoi. c'est déjà un peu vrai à Eden. Au moment où j'arrête Eden, c'est complètement, c'est acté. Tu vois, c'est acté. À noter que d'ailleurs, pendant que je suis à mi-temps chez Eden, en étant à Paris, je Ouais. commence à travailler sur un jeu mobile avec mes collègues actuels, qui est sorti l'été dernier. Et voilà, donc on a sorti ça l'an dernier. On a fait une pause, on a dit attends, on va reprendre encore quelques mois d'industrie, parce on se sentait encore Ouais. Un un peu peu frêle. léger. Ouais, un peu léger, ouais. Et un peu, c'est exactement C'est beau, ça. faut le Et voilà. reconnaître. Donc moi je me dis, voilà, c'est banco, tu vois. Autant voir un nouveau truc, une nouvelle structure. Et vraiment, c'était ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir comment c'était structuré, quoi. Comment c'était à l'intérieur, quoi. Comment tu travailles différemment. Avec des équipes qui n'ont rien à voir en termes de taille. Il faut bien comprendre que Eden Games, je suis arrivé, c'était 25 personnes, un truc comme ça. Et je suis parti, c'était 50. Ouais, Quantique, forcément. j'arrive, c'est fin de production sur Detroit Become Human, c'est 200 personnes. Ouais. Donc c'est une équipe GD Donc les échelles, c'est pas pareil. qui est pas de 2 personnes, qui est pas de 1,5 personnes quand j'arrive, c'est une équipe Ouais, GD qui est de ouais. 8-9 personnes. Donc ça n'a rien à voir. Donc Et ouais, donc tu vas là-bas en game designer. moi je saute sur l'occasion. Alors le poste officiel c'est pas game designer, en pratique c'était globalement ça. C'était en gros pour être plus précis, c'est responsable de scène, c'est-à-dire tu es responsable du gameplay de la scène, l'implémentation, l'ordre de ce qui se passe dedans, le placement des D'accord. interactions, comment elles sont agencées, enfin voilà, tout ça. Et s'assurer que tu vas synchroniser les efforts D'accord. avec les caméras et les animateurs et machin pour que le truc il fasse sens et qu'il respecte le script originel, voire adapter le script originel avec la grammaire qui a été développée depuis pour voilà. Donc c'est ça, Et ça pareil. aide d'être un peu un truc à... J'ai l'impression qu'il y a un énorme lien entre la narration, LD, le scripteur, les caméras et tout sur ce genre de prod. Là où sur une autre prod classique, on va avoir les GD qui demandent des choses au LD, mais ils les laissent faire un peu Bah, leur truc. Là, j'ai... Est-ce qu'il y a vraiment un lien très très fort c'est-à-dire entre qu'il les y pôles a un truc, pour créer si ces tu veux, dans scènes-là? un jeu de Quantic Dream, t'as pas de caméra, t'as pas de jeu. Purement et simplement. Tu peux pas faire un système générique de caméra qui marche, tu vois. C'est pas possible. Si je te dis au début de la scène, tu dois aller là, tu dois récupérer un objet, et tu rentres, après tu pars, tu prends ce couloir et tu rentres dans l'ascenseur, et qu'une semaine plus tard, je te dis ça marche pas, on skip, on fait autre chose, tu vois. On fait un autre truc. Les interactions, ça c'est autre Mhm, chose. Faut que tu ailles voir un autre mhm. gars qui est à l'autre bout de la salle. Ça change beaucoup de choses. Parce que ça change notamment ce que tu dis par tes caméras et quelle information tu fais parvenir aux joueurs sur rien que l'agencement du lieu, tu vois. Du coup, c'est en permanence, dès que tu as un petit changement dans ta scène, c'est en permanence, tu retouches ta cam, tu retouches des trucs, et ainsi de suite. Donc tu es obligé d'être en synergie avec les autres pôles. Sinon, t'avances pas, quoi. Et d'ailleurs, généralement, il vaut mieux aller voir les gens que de faire des tickets sur Jira, tu vois. Parce que ça, c'est facile de faire preuve. La proactivité, Bah pitié. oui, ouais, non mais oui, mais après, ouais, quand t'es en fin de prod sur un jeu comme Detroit Become Human, de toute façon, t'as pas envie que les trucs ils traînent trop, tu vois. D'autant que l'avantage en tant que responsable de scène, c'est que t'as quand même une vision un peu transverse de ce qui se passe dans ta scène. T'es censé avoir une vision de ce qui se passe dans les autres scènes. Donc tu vois, il y a aussi cette idée d'avoir un jeu qui est cohérent, de proposer des interfaces qui sont les mêmes dans chaque truc, d'avoir des situations, si les situations en termes de vocabulaire d'interaction, elles sont similaires, il faut quand même que dans la présentation, ça soit la même chose aussi. Est-ce que tu demandes au joueur qu'il soit cohérent, tu vois, que les boutons, rien que un truc bête, hein, mais que les boutons et les mots, même, ça soit les mêmes, tu vois, et ainsi de suite. Donc, ouais, ça demande de la vigilance, ça demande de la minutie. C'est une méthode de prod que tu y avais, qu'il y a peut-être pas ailleurs, quoi. Donc c'est intéressant de l'avoir Ouais, et vu puis en plus, aussi. moi, de base, voilà, au-delà du projet en lui-même qui est Detroit Become Human, le concept des jeux très narratifs, moi, ça me plaît, tu vois, j'aime ça. C'est parce que des jeux qui racontent des histoires, potentiellement, ça peut raconter des choses plus intéressantes que des jeux pas forcément d'ailleurs, mais que d'autres types de produits, quoi. Parce que c'est pareil, ça reste aussi des jeux qui sont, en théorie, potentiellement faciles à jouer pour les gens qui jouent pas beaucoup. Ouais, bien D'ailleurs, sûr. j'ai pu travailler un petit peu sur le mode casual, tu vois, le mode casu de Detroit Become Human. Et je peux te garantir que Je savais depuis, même j'ai pas vu qu'il y des en gens qui avait jouent un. en casu et en normal, et
suis content, tu vois, qu'il y ait un mode plus accessible. D'ailleurs, c'est aussi un manque, je trouve que potentiellement le jeu aurait dû être encore plus accessible. Parce que si t'es à mobilité réduite, par exemple, ou que t'as du mal à utiliser tes doigts ou ce genre de choses, t'as toujours des boutons à Ouais, mâcher et je pense que tu peux pas finir le jeu. ouais, mais ça, C'est l'accessibilité, tout c'est un sujet, mais bon, Quantic Dream, ça un reste aussi sujet une qui me boîte, tu tient à vois, cœur. Ouais. 200, ça c'est un studio indépendant, donc il n'y a pas encore des process, des process de grosse structure sur ça, en mode c'est un élément important, on a un département dédié à ça, comme peut y avoir déjà dans d'autres Ouais, trucs, quoi. Mais ouais, tu vois, l'avantage d'un jeu comme ça, c'est aussi d'être aussi des jeux qui sont accessibles et qui peuvent parler à potentiellement plus de gens. C'est le cliché de tu joues avec ta meuf, tu vois, le cliché bête, tu vois, le cliché très très bête de tu joues avec ta meuf. Et du coup, là-bas, tu vas rester combien de Je suis temps? resté 6 mois du coup pour finir la prod globalement. Je suis parti un tout petit peu avant le gold D'accord. parce que j'étais en synchronisation avec mes collègues de maintenant, mes Tes associés objectifs? surtout. On s'était synchronisé sur nos durées de contrat et tout pour arriver enfin à ce moment-là où on crée notre boîte. Donc mon contrat s'est arrêté juste un tout petit peu avant le gold, donc je suis parti quand le gold. Je suis pas parti à toute fin de prod, mais quasiment. Tu vois. Et je suis parti monter ma boîte avec mes 5 associés qui sont les 5 D'accord. à À Paris, Paris, du coup, avec mes avec 5 tes associés 5 associés qui étaient qui les étaient gens avec qui t'avais l'intégralité de fait mon équipe de 30. 836. La famille, quoi. C'est beau quand même. Bah moi je suis assez fier, même si ça aurait pas du tout été une honte, ça aurait pu être très normal que la vie nous éloigne, tu vois, comme en 2-3 ans, tu vois, c'est un truc qu'il faut anticiper, mais je suis très content, très fier de me dire que 3 ans plus tard, on a un peu fait les tranchées avec ce projet-là. On s'est pris des. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une belle histoire de procès que j'ai pas racontée, mais je sais pas s'il faut que je la raconte. Mais on s'est pris des belles balles quand même à ce moment-là, et que, tu vois, 3 ans plus tard, on s'est en train de monter cette boîte et on démarre une activité, et on va essayer de vivre de ça pendant quelques années quand même, tu vois. Donc, c'est vraiment une fierté, Bien quoi. sûr. Mais je vous souhaite tout le bien possible. Merci. Du coup, le premier jeu que vous sortez, c'est le jeu dont tu nous parlais tout à l'heure, que tu as commencé à développer. Du coup, ouais, c'est le jeu qu'on a fait l'an dernier, qui était plutôt plus ou moins un jeu d'entraînement. On voulait faire un jeu qui était D'accord. vraiment. En fait, c'est la première fois qu'on faisait un jeu sur mobile intégralement nous-mêmes, tu vois. Donc, on n'avait pas. Moi, chez Eden Game, j'ai jamais fait Ouais. le process de Ouais, ouais. build, j'ai jamais fait la submission chez Apple, j'ai jamais fait le support client, j'ai jamais configuré une app purchase. Donc, en gros, on voulait faire un jeu qui comportait la majorité des trucs, comportait des pubs, des analytics, des achats in-app, sur lesquels on a fait une ou deux mises à jour, principalement pour des bugs, mais tu vois, tout le process qu'on l'est. Et, euh, et voilà, on a fait ce projet-là. Et au final, on s'est rendu compte avec le temps que, alors sans que ça soit un succès international, mais qu'on avait des chiffres, notamment de rétention, c'est-à-dire combien de temps. Alors, le jeu est sorti, tu peux nous donner le nom? Summer Willy, Summer Willy, Wheelie, donc en gros des D'accord. roues arrière en été, quoi. Et le concept du jeu, c'est un jeu très très simple de scoring. C'est un jeu très très simple de scoring où tu fais des roues arrière dans la tête et il faut faire la roue arrière la plus longue, plus ou moins, pour faire le meilleur score. Donc c'est très très simple, vraiment très simple. Donc ça, c'est des jeux que les gens peuvent télécharger, ça, y a pas de souci. C'est un jeu qui est sur le store, qui est gratuit, qui se monétise qui est donc sur le store sur iOS et sur Android, qui se monétise par les publicités et par aujourd'hui un achat in-app unique qui permet de retirer les publicités. Ok, Voilà, et donc d'accord. ça on le sort, voilà, et on se rend compte qu'on a des chiffres notamment de nombre de rétention, c'est-à-dire combien de temps les gens continuent à jouer au jeu après l'avoir téléchargé, qui sont vraiment pas mal. Donc on a aussi la chance de croiser, puis au moment où on crée notre entreprise, on croise des gens qu'on connaît de Lyon qui créent une structure en parallèle pour publier des jeux et des jeux mobiles. Et donc du coup on en parle avec eux et on fait des tests d'acquisition pour voir si est-ce qu'on peut acheter des joueurs, c'est-à-dire faire assez de pubs pour qu'un joueur vienne. Si on peut acheter des joueurs à des prix qui sont assez faibles pour que le jeu soit rentable. Donc on fait ces tests-là, on se rend compte qu'il y a potentiellement un truc à faire. Donc ça, c'est en gros, attends, si on veut faire une petite explication, parce que tout le monde est peut-être pas à niveau sur le principe de l'acquisition, ouais. L'acquisition, le principe, bah, ça veut juste dire tu fais des pubs et si tu mets tant d'argent en budget pub, combien de joueurs t'as. Du coup, si tu divises l'argent que tu dépenses en pub en nombre de joueurs que tu obtiens, par le nombre de joueurs que tu obtiens, tu te retrouves avec un prix par joueur. Donc c'est un peu objectifiant, mais au final, c'est la réalité du truc, quoi. Tu peux dire Ouais, un bien joueur, sûr. ça me coûte 20 centimes. Ça veut dire que si je dépense 20 centimes, j'ai un joueur qui va télécharger le jeu. Et bien sûr, vous pouvez savoir combien de joueurs ont cliqué sur la Et on a pub, ont plein de data accédé pour à vos ça. pubs, Tout à etc. fait. On sait de quelle pub ils viennent, quand ils téléchargent le jeu, et ainsi de suite. Au final, ça, c'est un apprentissage, ça fait écho un peu à ce que tu avais commencé à pouvoir faire Sur à les stats, Eden, du ouais, coup. sur les data, ouais. C'est Après, je un t'avoue que cette partie-là des data, apprentissage. c'est pas moi qui la gère,
du coup. cette partie-là Mais des oui, data, forcément. globalement, c'est quoi le comportement des gens, tu vois, au final, tout simplement. C'est quoi le comportement Et si tu changes un petit truc, dans la pub, directement, ou dans le jeu, qu'est-ce que ça change? Si tu changes, par exemple, tu vois, maintenant on a plusieurs véhicules, si tu mets cette moto au lieu de cette moto, est-ce qu'il y a plus de gens qui cliquent, tu vois? Nous, il y a la volonté, Et ça, depuis longtemps. c'est une reconnaissance qu'on peut voir. Enfin, une analyse qu'on peut faire entre guillemets Ouais, instantanément, quoi. vraiment, t'as pas besoin Ça, de tu beaucoup fais une de jours mise à de jour et données tu pour vois vérifier. ce qui se Après, il y a des passe. trucs, c'est plus long, tu vois, si tu Ouais. veux comparer, si tu fais un gros changement dans ton jeu et que tu veux comparer combien un joueur te rapportera en tout dans la lifetime, tu vois, dans sa durée de vie Oui, bien sûr, sur le jeu, bien il sûr. faut quand même que tu laisses un peu de temps couler pour vérifier la diff. Mais... Et du coup, t'as dit que vous êtes un studio indépendant, donc vous avez sorti ce premier jeu, sans parler d'argent, de chiffres, de tout quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais est-ce que vous arrivez à vivre? Est-ce que vous faites des contrats à côté? Est-ce que vous développez d'autres jeux? Je suppose que Aujourd'hui, oui. nous là, on est en début d'activité, donc on fait comme tout le monde, pour faire court en fait, on vit globalement avec l'argent du chômage, quoi, en fait, comme tout le monde, tu vois. Mais on rentre de l'argent dans l'entreprise et on rentre assez d'argent pour vivre, on rentre assez d'argent aussi pour commencer à voir les prochains mois avec un peu plus de sérénité aussi. On a des situations qui sont encore qui peuvent être par-ci par-là un peu bizarres, comme on a un designer qui travaille en parallèle pour un studio de doublage sur Paris, par exemple. Mais globalement, ça va se normaliser dans les mois à venir. Et évidemment, on travaille à la fois sur les mises à jour sur Summer Wii pour que ça nous rapporte plus de bif, tout simplement. Et avantage en passage que le jeu soit plus agréable pour les gens, ça aide. Et on travaille aussi en parallèle sur un deuxième jeu et sur des contrats avec des gens qu'on rencontre et qui cherchent des gens pour taffer D'accord. sur, par exemple, de la réalité virtuelle, ce Ouais, genre de choses. d'accord. Donc là, on reste encore sur votre connaissance de la VR, hein. Sans dire sur quoi vous travaillez, il y a aussi votre connaissance de ça, quoi. Bah, nous, c'est un truc, si tu veux, on a été vraiment mais conquis à l'époque, tu vois. La VR, nous, on est un peu des VR évangélistes sur la puissance que ça a. Après, sur la réalité de marché, c'est un autre sujet, mais sur la puissance que ça a et ce que tu peux faire avec, moi, je suis convaincu depuis le Et départ et je serai l'expérience, convaincu tout le temps. ouais. C'est un truc qui est trop fort. Et du coup, si on a des opportunités de travailler là-dessus, on a une appétence naturelle pour ça et on se dégage du temps, tu vois, pour travailler sur ça sans aucun problème, tu vois. Parce que, bah, parce que Ok. c'est pas forcément le futur, c'est ça le problème, mais c'est le kiff, quoi. On va avancer un peu, parce que je t'avoue qu'il nous reste encore énormément de questions. Avec toutes ces expériences, donc t'as fait de l'indé, tu fais de l'indé, t'as fait des petites boîtes, une boîte qui a doublé en effectif, t'as fait une boîte avec plusieurs centaines de personnes. Euh, alors je connais déjà la réponse, mais je vais poser quand même la question. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans, toi? Petite équipe, moyenne équipe, grosse équipe? Moi, je préfère petite équipe par défaut, mais là, la question est biaisée parce que là, en plus de travailler en petite équipe, je travaille avec mes potes, tu vois, je travaille avec mes frangins, tu vois, donc forcément, je t'avoue que c'est plus facile. Même si j'ai eu ça fait des années que j'entends des choses en mode, tu sais, travailler avec ses amis, c'est pas forcément une bonne idée, créer sa boîte avec ses amis, c'est pas forcément une bonne idée. C'est sans doute vrai, je te dis pas que on va pas se tirer dessus à un moment dans la vie, mais en tout cas aujourd'hui ça marche. Et non, franchement c'est un kiff sans une autre pareil. Je fais presque envie de te dire que moi ce qui m'inquiète plus, c'est le moment où on sera plus que nous six, et parce qu'il y a la question de l'intégration de nouvelles personnes, la responsabilité qu'on a en tant qu'employeur, de la façon dont on implique les gens en termes de travail par rapport à l'investissement que nous on a, mais qui est aussi celui des gens qui prennent l'argent à la fin, par rapport à quelqu'un qui sera seulement salarié. Il y a plein de questions qui se posent pour le futur là-dessus, mais non, il n'y a pas photo. Moi, c'est l'objectif de ma vie, c'était ça. D'autant que ça reste un challenge qui est finalement, je vais dire un truc, peut-être que les gens ils vont mal le prendre, mais moi je trouve que c'est un challenge qui est plus grand en soi, tu vois, que de travailler en studio, et que dans la vie, j'ai vite l'impression ce qui est pas vrai, mais j'ai vite l'impression d'avoir fait le tour des sujets, tu vois ce que je veux dire, et j'ai assez de Ouais. mal à m'éterniser plus de quelques mois dans des situations, des structures, des machins, sans qu'il y ait vraiment beaucoup de renouvellement. Ou sur un même projet, Ouais, ça faut peut que être s'il n'y a pas beaucoup compliqué, de ouais. renouvellement, si je suis pas en train tu vois, d'apprendre de nouveaux trucs, de me prendre de nouveaux problèmes dans la Donc tête, une prod de 5 ans sur un triple A, c'est pas pour toi, quoi. c'est pas pour moi, tu vois. Et c'est pas un jugement de valeur, tu vois. C'est vraiment, moi, je sais dans la vie, réellement, j'ai appris à force de travailler dans la vie, et même avant de faire du jeu vidéo, tu vois. Moi, je le savais avant de rentrer dans le jeu vidéo. Parce que j'ai travaillé dans des grands groupes, dans un grand groupe notamment, tu vois, et que j'ai compris comment ça se passait, et que j'ai compris qu'en fait, moi, dans ces situations-là, je deviens vite malheureux, purement et simplement malheureux.
Donc moi, j'ai même pas une idée d'être indé ou pas indé. C'est juste qu'en fait, cette boîte-là que je crée, et ça c'est que mon point de vue, c'est pas le point de vue des 5 collègues qui sont avec moi. Mais moi, je la crée pour me créer mon contexte de travail dans lequel je m'épanouis. Et pas par velléité artistique ou machin, tu vois. Je suis pas en train de faire, moi je fais pas de l'indé pour faire fez. Parce que déjà, je suis pas assez bon pour faire fez, sans doute. Mais c'est parce que moi, c'est que comme ça que j'ai envie de travailler. À moyen terme. C'est que comme ça, c'est pas forcément que comme ça, tu vois, ça dépend du contexte de travail. Mais je sais que là, actuellement, vu là où j'en suis dans ma vie et mon parcours dans la vie, j'en suis là. Tu vois, j'en suis dans les stades où je préfère travailler comme ça. Peut-être que ça sera faux dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Et est-ce que, par rapport à ce que tu as fait, du mobile, de la console, de la VR, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères? Ou est-ce que toi, tu fais des jeux et le support importe peu? Franchement, là pour le coup, aucune préférence quoi. T'es un designer et tu fais Même, ton même, taf, quoi. bah, c'est-à-dire qu'en fait, t'adaptes juste à qui tu parles, quoi. Tu vois. Moi, globalement, je joue sur mobile, je joue sur console, donc les gens, je les comprends. Le jour où tu me demandes de faire Total War, je serais perdu. C'est pas ma culture, je saurais pas. Enfin, je m'en sortirais parce que je m'en sortirais, mais c'est pas, ça m'aura plus de travail que de comprendre comment tu fais un jeu sur mobile ou comment tu proposes un jeu sur console. Donc, à partir du moment où tu adaptes ton discours et ta forme, moi je vois franchement peu de différence. Il y a un truc que je t'ai dit tout à l'heure sur mobile que moi je Ouais, trouve ouais. toujours vrai. Moi je kiffe le fait qu'il y a vraiment plein de gens. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeux à faire sur mobile avant que ça me saoule de faire du mobile. Vraiment. Ouais, je suis Mais bien d'accord. Je suis après, le bien vrai kiff d'accord. de la vie, mais au travail, au quotidien, la VR c'est plus jouissif au quotidien. C'est aussi plus frustrant, mais il y a si tu veux, les montées, elles sont tellement hautes que tu supportes les descentes quand t'es. Et le champ des possibles est encore énorme. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as vraiment l'impression que t'inventes tout, quoi, quand tu fais de la VR. C'est pas forcément vrai, d'ailleurs, mais... Bah, du coup, ça fait une bel enchaînement sur la première question de la seconde partie qui est plus recentrée vraiment sur toi et ce que tu ressens, ce que tu aimes faire au jour le jour, quoi. La première question, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer hein, dans ton travail de game designer? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je sais les gens qui jouent... C'est quand je sais que les gens jouent au jeu, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est le truc qui me fait le plus kiffer, c'est quand je sais que les gens y jouent et que potentiellement ils s'enjaillent. Je veux dire, tu vois, je sais que Summer Wii, on va taper les 2 millions de téléchargements dans les semaines à venir. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a 100 000 personnes qui ont joué à Summer Wii, tu vois. Et je me dis 100 000 personnes, c'est beaucoup Ouais. quand même, tu vois. Et c'est un jeu que j'ai programmé intégralement, j'ai designé intégralement. On a 4,6 sur 5 sur le store, donc c'est-à-dire que c'est un jeu qui est apprécié. Tu reçois des messages de gamins, ils ont 8 ans, ils sont là, ils t'envoient des messages en mode ah, vous pouvez rajouter cette moto-là dans le jeu, s'il vous plaît, c'est mignon, tu vois. Et c'est ça, t'as l'impression de toucher les gens vraiment. Et c'est ça que je kiffe le plus, au final. Moi, je t'avoue que, enfin, dans le travail au quotidien, il y a moi, il y a ça, et il y a le fait que je travaille avec mes potes, quoi. Et qu'on rigole, tout le temps. Aussi, ouais, forcément. Après, la technique, tu vois, les technicités du travail de designer, ou là, par nécessité, mes tâches de programmeur par moment, c'est des détails, complètement des détails. De toute façon, l'important, c'est d'avoir l'esprit qui permet de comprendre comment tu vas proposer une expérience. La méthode, elle compte pas du tout, quoi. Ce qui te motive à avancer, c'est vraiment ce retour de joueur, quoi. Ce retour, c'est pas le projet ou l'équipe. Bon, l'équipe, tu l'as forcément. Il y a aussi cette envie de faire des jeux, ce qui n'est pas le cas là aujourd'hui, on soit d'accord, hein, on est dans une vision plus alimentaire, même si on fait des jeux dont on est content et qui ne ressemblent Ouais, pas ouais, ouais, forcément à bien ce qu'il y a sûr. d'autre sur le store, mais il y a aussi cette envie de faire des jeux vidéo avec une vraie réalité artistique plus marquée, tu vois, avec plus de propos, plus de substance derrière, à moyen terme. Et ça sera à moyen terme. Mais est-ce que tu as aussi le côté, parce que bon, c'est un peu le débat du moment sur Internet, mais c'est aussi, toi, il faut bien manger, et c'est aussi du jeu vidéo, pas que pour faire de l'arty, mais pour gagner sa vie quand Bah même, si, très non? bon. Bah, de toute façon, globalement, oui, clairement. Ouais. Faut gagner sa vie dans la vie. Si j'ai pas d'argent à faire dans le jeu vidéo, j'ai aucune raison d'être dans le jeu vidéo. Tu vois, je fais pas du jeu vidéo, je me nourris pas par la passion. C'est un truc basique dans la vie, tu vois. Mais après, là, moi, je crée une entreprise, donc en plus de ça, faut manger, faut aussi développer la boîte faut aussi générer assez de thunes pour pouvoir proposer des trucs mieux après et se développer pour un jour pouvoir faire les Ouais, trucs qu'on a envie de faire. ça c'est des beaux objectifs quand même. Bah oui, oui, clairement. Et puis en plus, voilà, tu te dis, t'as le temps de voir venir, quoi, avant d'y être. Ça fait plein de galères avant, plein de jolies galères. Les problèmes, c'est le meilleur truc. D'ailleurs, tu me demandais ce que je préférais dans le taf de game designer. Le vrai truc que je kiffe, mais vraiment que je kiffe, t'as tout le temps des problèmes, c'est jamais les mêmes. Mais jamais les mêmes.
Ça, c'est le meilleur truc, quoi. C'est vraiment, moi, le truc que j'adore dans la vie, c'est résoudre des problèmes. Donc, quand t'es game designer, t'as jamais le même problème deux fois. Et quand tu l'as deux fois, c'est plus un problème, t'as déjà la solution, donc c'est nul. De toute façon, c'est ce que j'arrête pas de le dire, c'est notre taf, enfin le taf de designer, c'est de la politique et de la pédagogie. Donc, Et, je pense que et, là, le règlement de problème, et ça quand rentre tu dans la rajoutes politique, ça quoi. à créer une boîte, tu te rajoutes encore plein de problèmes. C'est le bonheur absolu. T'as que des problèmes. Ta vie est une succession de problèmes. Mais tu vois, tu peux voir ta vie, c'est aussi une succession de solutions. Tu vois. Oh, c'est beau. Les moments où t'enchaînes et, et que, en fait, ouais, tu te délardes 2 jours sur un truc, tu le boucles une semaine plus tard, tu penses même plus. On te dit, ouais, la semaine dernière, tu te rappelles quand t'as passé 2 jours sur un bug sur Android, parce qu'en Android 8.1, le jeu il crash quand ça montre une pub. Sur le moment, ça te casse la tête. Le lendemain, tu l'as réglé, t'es content, tu vas au bureau, tu te dis, j'ai pas passé la journée sur ça. La semaine d'après, tu te dis, c'est bon, j'ai d'autres problèmes, c'est pas important ça. T'avances quoi, c'est un peu, t'avances tout le temps. Vu que tu passes ta journée à parler de jeux, tester des jeux, jouer à tes jeux, jouer aux jeux des autres, voir ce qui se fait. Est-ce que jouer, ça reste une passion pour toi maintenant que tu dois batailler pour en vivre? Enfin, je dis batailler, je mets ça entre guillemets, hein, batailler pour en vivre. Mais est-ce que c'est toujours une passion? Moi, je reste fondamentalement, je suis un passionné du média et je suis un croyant mais absolu de faire des trucs enfin, gigantesques en jeu vidéo, tu vois, ou en interactif, de manière générale. Il y a peu de choses qui m'intéressent dans ce qui sort aujourd'hui, peu de choses, mais il y a quand même des trucs. Et je joue pas forcément beaucoup, mais parce que je sélectionne ce que je joue, tu vois. C'est-à-dire que je lance beaucoup de trucs au final et je joue pas longtemps parce qu'il y a plein de jeux qui m'intéressent pas. Comme on en parlait juste avant, et je peux le redire parce que c'est pas grave, mais j'ai joué à Spider-Man, j'ai joué 1 heure, ça m'intéresse pas, tu vois. Malheureusement, je joue à Assassin's Creed, je joue 1 heure, ça m'intéresse pas, quoi. J'y trouve pas de propos, pas de substance, j'y trouve un jeu, quoi. Un truc qui marche, qui est calibré, qui marche, je comprends pourquoi ça marche, je comprends pourquoi les gens y kiffent. Moi, ça m'intéresse pas. À Mhm. côté, il y a ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où les trucs qui sont vraiment plus du coup de l'ordre de la sensation, tu vois. Des jeux vraiment multijoueurs, aujourd'hui, c'est devenu tellement bien, tu vois. Tu joues à FIFA, à Rocket League, tu joues à Battlefield 1 ou 5, tu joues à Fortnite. On arrive à un stade où le niveau de qualité est tellement élevé que t'as plus l'impression de jouer au mode secondaire de ton jeu solo, quoi. Quand tu joues sur console, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pas Counter, mais tu vois, quand t'es habitué comme moi à être un consoleux, t'es arrivé au stade où maintenant t'as un côté, là-dessus, je me compense là-dessus, tu vois. Je joue beaucoup à des jeux, aussi parce que c'est plus brain dead, tu vois, t'as pas besoin d'activer ton cerveau trop longtemps. Mais il y a quelque chose qui est vraiment bien dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ça. Mais je trouve très dommage qu'il y a beaucoup trop peu de propositions intéressantes de l'industrie un peu balèze, quoi. Et que les seuls jeux qui sont qui me chamboulent un peu, tu vois, qui me marquent vraiment, en dehors de quelques miracles par-ci par-là, c'est des trucs comme Inside, évidemment, parce que c'est génialissime Inside, ou What Remains of Edith Finch, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs où je me dis, ah ouais, les gars, ils sont trop forts, tu vois. Ou Fez, comme j'en parlais tout à l'heure, tu vois, au final, Fez, c'est un truc brillantissime. Mais c'est des trucs comme ça, moi, qui me font vibrer dans la vie. Ou Hellblade, par exemple. J'ai joué à Hellblade récemment, tu vois. Ah, Hellblade, voilà, je pensais à Hellblade, je voulais dire Bah, Hellblade. Hellblade, tu vois, Hellblade, c'est un jeu. Grosse production value quand même, Ouais, mais c'est un jeu qui a qui a une âme. beaucoup de cœur, qui est pas très bien fait, en vrai. Moi, je trouve. Moi, je trouve que vraiment, enfin, les bases, tu vois, les briques à la base, elles sont pas folles, tu vois. Mais il y a quand même un truc au cœur, tu vois. Je comprends qu'il y ait plein de gens que ça saoule parce que j'ai vu après, je me suis vachement intéressé à l'accueil qu'il a vu. Il y a plein de gens que ça intéresse pas. Et moi, hein, moi j'ai franchement, en jouant, j'étais là, genre, j'espérais mieux, beaucoup mieux du jeu. Mais au moins, il y a un truc dedans, tu vois. Au moins, il y a vraiment un cœur dedans que tu perçois et qui peut te porter jusqu'au Ouais, bout il y a si de tu craques pas l'amour, quoi, du il y a de fait. l'amour. Si tu craques pas du fait de te promener à 2 à l'heure tout le temps et que les énigmes elles sont pourries et tout ça, tu vois, tu peux être porté jusqu'au bout par un truc où t'as. C'est pas forcément de l'amour, parce que moi je reste convaincu qu'il y a plein de gens qui travaillent potentiellement des gros jeux un peu bêtes, un peu débiles, qui font ça avec une vraie passion à l'intérieur, tu vois. Genre, j'espère en tout cas, tu vois. Et je veux dire, moi j'ai fait du triple A et j'y mettais un cœur Bien sûr. pas forcément sur un Mais le projet problème auquel. sur sur ces projets-là peut être les couches de Ah, hiérarchie moi j'en qui suis font convaincu, moi. tout s'homogénéise un peu et fait un truc qui est un peu fade. Non, moi il y a 2 choses à ce sujet-là, il y a 2 trucs. Il y a A, l'espèce de. Dans beaucoup d'endroits, de faire du jeu par le consensus. Tu vois, de faire une espèce de jeu qui est censé tout le monde est d'accord, qui recycle que des trucs qu'on sait déjà faire, tu vois. Et je comprends la logique économique, mais qu'on me fasse pas croire que c'est pas possible de faire des jeux juste un
tout petit peu plus créatif, un tout petit peu plus risqué, un poil plus risqué que ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Rockstar, c'est pas vrai, tu vois. Parce qu'il y a besoin de s'appeler Rockstar pour faire Red Dead ou GTA, parce que c'est ceux qui ont l'argent et le temps pour faire ça. Mais t'as pas besoin de faire. Je veux dire, GTA 5 en soi, c'est pareil, c'est un jeu qui reste assez classique, tu vois. Et c'est pas non plus beaucoup plus intéressant que d'autres jeux qui sortent, tu vois. C'est plus intéressant parce que la qualité, enfin, tu vois, la production, elle est folle, mais la substance à l'intérieur, elle reste frileuse par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Mais le deuxième truc majeur dans le jeu vidéo, le vrai problème, c'est que, on soit d'accord, Franck, on se ressemble tous. C'est abusé comment on se ressemble tous. Et je le disais tout à l'heure, parce que moi je te dis, moi je suis là à dire ça, et j'ai même créé une boîte, on est 6 gars, on est 6 blancs, on est tous hétéros, tu vois. Et moi je vois de mes yeux, quand je suis allé en fonction des environnements dans lesquels j'ai travaillé, j'ai vu de mes yeux pourquoi on est comme ça, parce qu'il y a un système de... Enfin, tu vois, c'est pas une volonté de quiconque d'exclure les gens, mais c'est un milieu qui est super excluant. Malgré tout ce qu'on peut penser de trucs, tu vois, c'est un milieu qui est super excluant, parce que c'est un milieu très qui se regarde et qui parle que de soi, qui parle que des mêmes hobbies, tous les gens ils ont les mêmes centres d'intérêt, tu vois, c'est un milieu de gros nerds, tout simplement. Et au final, comme on se ressemble tous, on fait tous les mêmes jeux. C'est ça, moi, le problème majeur du jeu vidéo, c'est qu'on fait tous les mêmes jeux parce qu'on se ressemble tous. Je suppose que quand tu mets 1000 personnes qui se ressemblent beaucoup dans un studio, au final, le jeu qui sort, il peut pas être super, tu vois, super risqué, super jamais vu. Proposer un truc qui soit un peu clivant ou transcendant, tu vois, et je comprends. Du coup, bah, ça me fait une belle transition sur la troisième partie du podcast, qui sera plus dédiée à l'industrie. Alors, on va juste d'abord faire un petit aparté. On n'est pas obligé de s'éterniser dessus. Donc, sur l'industrie, bah, aujourd'hui, il y a un truc qui est plus ou moins incontournable pour mettre un pied dans l'industrie, c'est de se former, de faire une formation. Et du coup, Mhm. toi, qu'est-ce que tu penses de ce besoin des formations spécialisées ou la manière dont elles forment les gens et les gens qui en sortent? Parce que du coup, tu as dû en croiser à Quantique, tu l'as été toi-même. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai plusieurs problèmes. J'ai un problème déjà avec les écoles privées qui sont pas des très bonnes écoles. Enfin, je dis pas que toutes les écoles privées sont pas des très bonnes écoles, mais à part les quelques qui sont vraiment très reconnues et très bonnes, notamment Spinful Game, par exemple, euh, j'ai vu notamment quand j'étais à Lyon des écoles qui réellement prennent des gens au bac, prennent 50 personnes, et t'as une ou deux personnes qui vont finir par travailler dans le jeu vidéo. Tu vois. Mhm. Et Ouais. enfin, le principe même de former des gens qui ne retrouveront pas de travail, en le sachant très très bien, en leur prenant de l'argent, enfin, ça dit un truc sur les gens qui rentrent dans le jeu vidéo. Tu vois. Déjà, ça veut dire que les gens qui rentrent dans le jeu vidéo, c'est des gens qui peuvent se payer des écoles à 40 000 sur 4 ans, 5 ans, 3 ans. Tu vois. Donc ça fait une première barrière. Parce qu'en France, tu veux vraiment avoir un diplôme qui a un peu de valeur sans claquer de la thune, bah t'es obligé de faire l'engine. Parce que c'est le seul truc qui est public. Donc ça veut dire déjà que tous les autres gens, globalement, qui rentrent dans le jeu vidéo en passant par un bac plus 5, ils ont tous lâché 30, 40 000 balles, tu vois. S'ils ont Du coup, fait la déjà, formation complète, ouais. Ouais, ouais, carrément. du coup, par défaut, déjà, ça veut dire que, clairement, qu'on soit d'accord, socialement, c'est excluant. Déjà, par défaut. Après, il y a d'autres problèmes. Moi, je t'avoue, j'ai fait qu'une école, donc je vais pas parler des écoles de la Terre. Moi, je sais que ma formation, je l'ai trouvée un petit peu insuffisante. Mais c'était très spécifique à ma situation, en tout cas à la formation que j'ai faite au moment où je l'ai faite, peut-être. Je pense que c'est un sentiment Euh, global. je sais pas si c'est toi, moi je sais qu'il y a plein. Mais de toute façon, en plus, clairement, tu demanderais ça à d'autres gens qui étaient au même moment que moi, dans la même école que moi, ils diraient pas la même chose que moi. Donc ça, c'est encore mon sentiment à moi. Mon problème majeur, c'est vraiment le côté où il n'y a pas besoin d'aller dans un studio de jeux vidéo pour comprendre que tout le monde se ressemble. Tu vois. Tu rentres à l'école, c'est déjà que tout le monde se ressemble. Tu le vois, tu vois. On se ressemble déjà tous à l'école. Donc, et je refuse de croire, mais catégoriquement, que c'est parce que on est les seules personnes à être intéressées par les jeux vidéo, tu vois. C'est pas vrai. Parce que, en vrai, qu'est-ce qui se vend le plus tous les ans en France? C'est FIFA, tu vois. Et FIFA, moi j'y joue. Parce que moi c'est ma culture. Mais la majorité des gens avec qui j'étais à l'école, ils jouent pas à FIFA. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Bah, j'ai eu le même D'ailleurs, souci, hein. J'ai eu le même souci, hein. T'inquiète pas. ouais, bah c'est vrai, toi aussi tu joues. C'est vrai. FIFA, jeu de bagnole, quand tu rentres dans une école spécialisée, c'est pas ce qu'on, Non, voilà. c'est Tu pas vois. là où on va se Ça retrouver. joue soit vraiment à des trucs de niche, soit à des trucs indés, tu vois. Et du coup, il y a même une dissonance qui se crée au final à l'école entre la vraie culture de masse
c'est un peu récurrent dans ce que je dis, c'est pour ça que je parlais du mobile tout à l'heure, et en fait ça touche plein de gens. Il y a vraiment une dissonance entre la culture de masse et ce que les gens ils consomment vraiment dans la vie, et les gens qui font du jeu vidéo, au final. Parce que clairement, moi j'ai envie de te dire, à part les films Marvel, j'ai pas l'impression que dans le jeu vidéo, on soit très au fait de ce qui se fait dans la mode ou dans la musique, tu vois. Et pas quand je dis dans ce que se fait, je veux dire dans ce que les gens consomment réellement aujourd'hui. Les gens, ça veut dire les 15-25 ans, parce que c'est ça qui détermine la vie dans le monde. Mais, tu vois. Et ça, c'est un déficit majeur qui fait que après, c'est les mêmes gens qui rentrent en studio de jeux vidéo et qui font les mêmes jeux que tout le monde. Et au final, on fait tous les mêmes jeux. Mais ça se règle, tu vois, c'est compliqué parce que c'est vraiment social, moi, ce que je dis, tu vois, c'est un problème social, c'est pas un problème qui se décide à la gouvernance de l'école de dire, on va recruter des gens différents. C'est pas aussi simple que ça. Bien sûr. Et du coup, je vais faire le passage au spectre totalement opposé. Moi, quand j'étais étudiant, on m'a dit fais attention aux vétérans parce qu'ils ont leur vieille méthode de travail, leurs acquis, leurs connaissances et les choses sur lesquelles ils vont pas vouloir bouger, ils veulent pas se mettre à jour ou s'adapter. Est-ce que toi, depuis cette sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui, en passant par les studios, euh, eu ce sentiment-là? Ou est-ce que tu as abordé les choses d'une manière différente et les gens que tu as vus étaient pas du tout comme ça en fait? C'est peut-être Moi, on m'a un jamais a dit ça priori déjà. ou une attention qu'on peut faire à l'école. Par défaut, on m'a jamais dit ça. Moi, il y a un autre truc, je considère que les gens qui sont toujours dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ceux qui sont pas partis. Donc déjà, ça dit quelque chose sur les gens qui y sont toujours, tu vois. Les vétérans de jeux vidéo, c'est ceux qui sont, en vrai, c'est ceux qui sont pas partis. C'est ceux qui n'ont pas eu besoin de prendre plus d'argent ailleurs, qui n'ont pas été saoulés par les méthodes de prod d'un jeu vidéo. Donc ça dit déjà quelque chose sur les gens qui sont toujours là, tu vois. Mais pour tout dire, moi j'ai eu la chance, vraiment la chance, je répète, la chance à Eden Games d'avoir des seniors qui étaient mais ouverts, mais à un point qui était impressionnant au moment où moi je débarque en stage. Parce que qu'on soit d'accord, de toute façon, les partie des gens qui vont écouter ce podcast, ils le savent très bien. Moi je suis un petit con, tu vois, moi je vais voir les gens, j'ai un truc tu vois. Ah mais voilà, moi je suis sur un projet, je vois un truc qui marche pas, je vois mon lead, je lui dis ça marche pas, tu vois. Je pense que ça ne marche pas, qu'est-ce que t'en penses? J'ai eu la chance vraiment, mais vraiment, ça, là, je les ai remerciés plein de fois, je les remercie encore, et Eden Games, que les gens qui pourtant font des jeux vidéo depuis 20-25 ans, c'était pas du tout vrai, quoi. Oui, mais Alors ça pouvait j'ai être été vrai, par formé contre, ils par avaient la une même vision, personne, donc je peux le dire. Je confirme. c'est ça. Et ça peut être vrai, par contre, que du coup, c'est peut-être plus difficile de s'adapter aux nouveaux moyens de consommation, au niveau business model, au Surtout au niveau machin, tu mobile, vois. ils ont beaucoup de mal avec le C'est- mobile. Potentiellement, pas forcément d'ailleurs, tu vois, mais ça peut être le cas, tu vois. Ça peut être le cas de pas voir les virages qui s'annoncent, tu vois, dans ce genre de trucs. Parce que dans le jeu vidéo, les business models, ils changent vite, et du coup, les jeux, ils changent vite, encore aujourd'hui. Du coup, c'est vrai qu'il faut être prêt à s'adapter. Et ça peut, effectivement, potentiellement, les gens un peu plus, qui sont là depuis plus longtemps, ils sont peut-être plus facilement enclins à répéter des recettes Ouais. qu'ils font déjà, tu vois. Mais... Et du coup, avec ça, c'est une industrie qui a beaucoup d'ego. Comment tu fais pour travailler avec les égos des gens? Et en étant designer, on a tous un ego, parce que c'est comme ça. Ah, il faut. De toute façon, il faut un Bah, c'est designer ça, si t'es pas capable. Si t'es pas capable de défendre tes idées, ça sert à rien. T'as rien à faire là. exactement, exactement. Donc on est obligé d'avoir un ego à côté de nous. Moi, je vais pas te mentir, moi je suis mauvais à ça. Je vais pas te dire pour gérer les égos, je fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas mon skill, hein. Je suis nul à ce truc-là. Je vais pas commencer à te raconter comment je suis censé faire. Moi, je suis censé faire. Moi, j'essaie de pas être trop virulent quand je parle à des gens, tu vois, parce qu'en vrai, j'aime les trucs méchants. Ouais, J'aime les trucs méchants. non, c'est vrai. Je suis du genre à vite dire à vite dire ce que je pense. C'est apprécié ou pas. Globalement, j'ai eu la chance que dans les entreprises que j'ai faites, ça, c'était soit apprécié, soit ça avait l'air d'être apprécié. Je suis plus du genre à avoir des gens qui m'aiment pas qu'à avoir C'est-à-dire qu'il y une a quand même humilité beaucoup de gens qui disent avec les la tête choses haute. dans le dos sans avoir envie de changer les choses. Quand on rencontre quelqu'un qui a des arguments et qui est capable de se défendre, même s'il y va un peu frontal, c'est toujours plus agréable de se dire, ok, là, on peut changer les choses. Bah, ça, c'est bien un seul truc que je peux, tu vois, c'est pareil, c'est un truc que je peux dire aux gens qui font du jeu vidéo, qui vont entrer dans le jeu vidéo, machin. Oh, dites les choses. Vraiment, dites les choses. Moi, j'ai eu trop de situations où je discute avec quelqu'un d'autre de l'entreprise qui me dit, j'ai vu ça, je pense que ça marche pas, et qui le pense, tu vois, du fond du cœur. À qui tu demandes, mais est-ce que tu en as parlé A à ton lead ou B à quelqu'un d'autre? Et la réponse est non, tu vois. Et t'es là, genre, bah, ok, d'accord, mais ça sert à rien, toi, ça. Bah, arrête Exactement, de penser. exactement. Arrête de Ça, penser, c'est ça un sert à rien de gros penser. problème, hein. Si quand tu penses, et tu penses que ton avis, elle a pas la valeur d'être écouté par quelqu'un, ça sert à rien d'être là. Quand t'es designer, en tout cas, tu vois, ça sert à rien d'être Ouais. là. Tu vois, faut que si t'as pas l'esprit critique
et la confiance dans ton avis, sans forcément, ça veut pas dire être soit un gros connard, ça veut pas dire j'arrive, ça c'est de la merde, change-le. Ça veut dire, moi je pense, parce que A, B, C, D, E, que ça marche pas. Et si on dit casse-toi, tu me casses les couilles, bah arrache-toi, tu vois, et c'est pas grave, moi t'as dit ton truc. Et potentiellement que quand tu dis 4 trucs, tu dis 2 conneries, ou peut-être que tu dis 2 trucs intéressants. Et c'est pas ta responsabilité de savoir si c'est toi qui dis la connerie ou pas, tu vois. Il y a quelqu'un qui a plus d'expérience, qui est souvent meilleur que toi, qui est ton lead, et ça c'est la réalité de ce qui se passe. Toi, ta responsabilité, c'est d'avoir un cerveau assez pour lui dire ce que tu penses, et lui, il juge ce qui est vrai ou pas vrai. Et potentiellement, il y a des trucs qui se passent où t'es là, et la personne va se dire, putain, c'est clair, ça je l'ai pas vu. Parce que sur un jeu vidéo, c'est énorme, il y a plein de trucs qu'on voit pas. Ouais, Et il carrément. faut, Mais voilà, moi, c'est clairement, tout à ça fait devient un truc raison. que je dis aux gens, ouais, vous avez un avis, assumez votre avis, quoi. Ou en tout cas, arrêtez de venir vous plaindre à moi quand on est en fausse clope, parce que j'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui peux le dire les choses. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. Et ça se passe au jour le jour, ça se passe souvent comme ça, malheureusement. Ouais. C'est difficile de faire changer les Ah gens ouais, mais d'attitude. après, encore une fois, ça veut pas dire, je comprends, hein, moi je dis ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais j'ai la personnalité qui fait ça, et c'est potentiellement une chance, parce que ça peut aussi être très mal perçu en fonction de la situation. Je comprends aussi que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'avoir tu vois, d'avoir la confiance d'aller dire les choses. Donc, on travaille beaucoup en open space, donc il y a beaucoup de gens qui ont l'angoisse de dire une connerie qui sont entendus par plusieurs personnes en même temps. Ouais, c'est toujours délicat. Euh, mais moi j'ai eu là beaucoup de chance de pas tomber sur des environnements où on me l'a reproché. Tu vois. Et je pense réellement que les gens qui font du jeu vidéo depuis longtemps, je pense qu'au final, ils aiment qu'il y ait des gens qui viennent leur dire ça. Bien Parce qu'il n'y a sûr, pas assez de gens qui le font, je pense, aujourd'hui. bien sûr. Alors, je vais passer à la dernière question de cette partie, qui est, alors, on en a déjà répondu un peu tu as déjà un peu répondu dans tout le podcast, mais il y a deux questions en une. C'est qu'est-ce que tu aimes dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui et qu'est-ce que tu détestes? Alors, ce que tu détestes, on a déjà eu le le wrap-up de ce que t'aimais pas, mais Qu'est-ce que aujourd'hui, je s'il y a déteste? une Non, non, il y a autre lumière, chose que je déteste. Non, attends, s'il y il a y une a autre chose que je lumière dans déteste. Ce que je déteste l'industrie, vraiment profondément, c'est les joueurs. C'est ah ouais, cette espèce de communauté mauvaise qu'il y a en ligne sur les jeux vidéo. C'est les Gamergate, tu vois. Ça, je d'accord. déteste profondément, tu vois, majeur. Donc c'est Et ça, vraiment une partie niche du joueur quand même. c'est une partie très niche, mais c'est une voie beaucoup trop forte dans la façon dont ça impacte vraiment la vie des gens qui font des jeux vidéo. Et c'est un truc qu'on tolère beaucoup trop. Et c'est un truc dont on parle pas assez dans les gens qui font des jeux vidéo, c'est pas vrai, tu vois. Et il y a des postures que les gens qui font des jeux vidéo devraient prendre par rapport à ces gens-là qu'ils osent pas prendre. Et je parle de compagnie, hein, je parle Ouais, d'entreprise. ouais. Pas encore trop, même si voilà. Et c'est vraiment la gamer culture, c'est vraiment une culture de merde, tu vois. Fondamentalement, tu vois, il y a plein d'aspects qui sont super, des scènes de démo d'indé, des trucs de speedrun machin, mais oh il y a un truc vicié au milieu de gens mauvais quoi. Et ça c'est le problème le plus majeur du jeu vidéo aujourd'hui pour moi. Après, ce que je kiffe dans le jeu vidéo, c'est quand je fais un jeu et que je me dis à la fin, les gars, ils sont trop forts. Voilà. Moi, je fais des jeux vidéo et je fais des jeux vidéo et quand je joue à des jeux vidéo, plutôt, c'est pour me dire à la fin, les gars, ils sont trop forts. Alors que ça soit pour jouer à Inside et me dire, les mecs, c'est trop beau ce qu'ils font, c'est trop parfait, ils font un jeu en one shot, tous les plans ils sont sublimes, le gameplay il est parfait, c'est pas trop long, ça raconte un truc en même temps, c'est génial. Que ce soit pour me dire une scène d'Uncharted 4, c'est incroyable comment ils ont fait, j'ai aucune idée de même l'outil qu'ils utilisent pour faire la scène. Et je me dis, c'est génial, c'est ça le meilleur moment. C'est quand je me dis réellement, le mec qui a fait le jeu, il est trop fort. Ça c'est cool. Ça c'est C'est pas cool, ça tellement. c'est un feeling qui est important quoi. Mais ouais, c'est important de s'émerveiller des trucs que les gens font. Parce qu'il y a plein de gens, ils font des trucs trop bien en jeu vidéo encore aujourd'hui. Tu vois. Malgré le fait que moi, il y a plein de jeux de trucs qui m'intéressent pas, même dans les trucs qui m'intéressent pas, je trouve toujours des trucs où je me dis, ouais, les gars, ils sont trop forts. Tout à l'heure, on parlait, avant le podcast, on parlait d'Assassin's Creed, qui est un jeu qui, moi, j'ai pas envie d'y jouer. Parce que même si je comprends pourquoi les gens y jouent, moi, ça m'intéresse pas plus d'une heure, tu vois. J'y joue une heure pour voir les Ouais. systèmes, pour voir comment ça s'agence, et j'aurais pas y jouer plus que ça. Par contre, moi, quand ils ont fait le mode, je sais toujours pas comment on appelle ça, le mode tour, le mode Le je sais pas quoi, Discovery le mode Tour. éducatif là, moi je trouvais c'était génial et j'étais heureux qu'ils fassent ça. Et ça peut être, tu vois, ça peut vraiment jouer, ça peut être une feature, ça peut être un événement dans un jeu mobile ou dans un jeu multijoueur, ça peut être vraiment une scène, ça peut être tout un système ou tout un jeu, mais moi ce que je kiffe, c'est le moment où je me dis, waouh, tu vois, les gars ils sont forts. C'est beau. J'aime. Non mais c'est bien d'avoir cette envie toujours. Je vais te passer à la dernière partie du podcast. Yep. Et alors là, bah, du coup c'est peut-être une question qui est difficile pour toi, je ne sais pas. Sans vouloir t'embrouiller avec tes collègues actuels, s'il y avait toi une franchise sur laquelle tu voudrais travailler, ce serait laquelle?
En jeu vidéo? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà une franchise? Est-ce que tu voudrais travailler sur une franchise? Peut-être que tu veux faire que des nouvelles IP? Non, 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 moi je suis chaud pour faire des. J'ai grandi avec GoldenEye, tu vois. Quand t'as grandi avec GoldenEye, tu peux pas vouloir travailler sur des franchises, ça veut rien dire, tu vois. Après, il y a des franchises de jeux vidéo et des franchises. Ah, toi, tu voulais dire des franchises de jeux, Du ok, jeu, excuse. ouais. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, mais je sais que ça me plaira pas, tu vois. Mais je me dis, j'ai toujours dit, putain, j'aimerais bien faire un FIFA, tu vois. Et le jour où ils ont mis le mode histoire dans FIFA, il y a 3 ans, il y a 2 ans maintenant, c'est le Ouais. troisième jeu cette année, je me suis dit, putain, ça donne envie de faire un FIFA. Parce que les gars qui sont là-bas, ils doivent s'éclater quand ils font l'intro du jeu et qu'ils mettent dans l'intro du jeu, c'est un jeu où t'es dans les années 60 et ils ont fait toute une nuit, tout un terrain, des costumes, des coupes de cheveux et tout, et t'es dans les années 60. C'est trop marrant. Et après, je me rends compte qu'en fait, le taf sur FIFA, ça doit être chiant comme la mort. Ça doit être des tableurs Excel, hein. Jamais de la vie, je vais faire ça, mais dans le jeu vidéo, moi, très longtemps, je voulais faire du Halo. Parce que je voulais travailler chez Bungie, parce que moi, je considère que Bungie, ça fait partie des gens qui font les meilleurs gameplay de la Terre. En tout cas, ils s'intéressent énormément à leurs joueurs. Ouais, mais au-delà de ça, je trouve que ils ont un don pour faire un feeling qui est. Tu vois, Destiny, le drame de Destiny, c'est que c'est une structure toute pourrie au milieu dans lequel on a mis un jeu qui est génial, quoi. Moi, j'ai réussi à jouer très longtemps à Destiny parce que juste quand tu joues, tu joues 10 minutes, tu t'enjailles parce que le gameplay est trop bien, tu vois. Après, c'est plutôt des gens avec qui j'ai envie de travailler. J'ai pas le fantasme de travailler sur des jeux. Moi, les jeux que je kiffe, j'ai envie d'y jouer, j'ai pas envie de les faire. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. J'ai pas, parce que je me dis, je sais pas, j'ai pas envie forcément de les faire. J'ai plus envie de travailler avec des gens, j'ai envie de travailler, j'aurais envie de voir Rocksteady, tu vois. Ok. Parce que Batman, je trouve que c'est génialissime. D'aller voir les gars qui font Forza Horizon, d'aller voir Playground, tu vois. Et travailler avec des gens comme ça m'intéresse Là-dessus, plus que l'idée je de ne peux travailler que sur te un jeu. rejoindre. Ouais, et toi, oui, je sais, mais ça m'intéresse plus que l'idée de travailler sur une franchise ou un jeu. Ou alors, le RPG Harry Potter qui a été leaké il y a 2 semaines. Eh ben, c'est marrant parce que ça fait des années que je dis que ça serait un truc énorme de faire ce genre de jeu, un RPG Harry Potter Mais moi, en open je world. vais envoyer un mail à Warner Bros. Je vais leur faire une version VR où tu contrôles ta baguette là, et tu mets un micro et tu Ah lances tes oui, la sorts à la side baguette. app. Mais oui, bien sûr, je vais faire une companion app sur Oculus Rift, moi, ou sur Oculus Quest, et puis voilà. Allez, boum. Allez, deal, c'est parti. Est-ce que tu as des recos lectures de, bah, je sais pas, de livres de game design ou de chaînes YouTube qui parlent de jeux vidéo? Vraiment pas du tout, parce que je lis pas, je lis aucun truc de game design. Et je vais juste lâcher un petit like à mon pote Gero, Doc Gero, qui fait des vidéos qui sont très bien faites, qui est avec moi à l'école, qui est un mec qui est très très doué, qui est un bien meilleur game designer que moi d'ailleurs, qui fait des vidéos qui s'appellent, je crois, Game Anatomy, que je regarde pas forcément, parce que je regarde peu de trucs sur YouTube tout court, c'est pas ma culture, mais qu'à chaque fois que je regarde, je me dis il fait ça bien et c'est une très bonne vulgarisation de plein de choses. Donc voilà, ça je peux conseiller. Et sinon, en lecture, franchement, moi j'ai rien trouvé intéressant quand je m'y suis intéressé. Je trouve que on est au balbutiement de ce que c'est la théorisation de ce que c'est un jeu vidéo. Pour la simple et bonne raison qu'un jeu vidéo, on n'a toujours pas fixé ce que c'était, que ça change tous les ans, et qu'il y a tu vas trouver aucun bouquin qui va te parler de Fortnite, parce que voilà. Et donc c'est pas, je trouve que lire un bouquin, c'est lire le passé quoi, dans le jeu vidéo. C'est lire le Ok. passé avec des vies un peu basiques. Donc ça m'intéresse peu. Moi je conseille plutôt aux gens, jouez au jeu, réfléchissez au jeu, lisez les trucs d'industrie quoi. Faut regarder des conférences, tu vois, évidemment tu regardes des conférences de la GDC, tu lis des trucs sur Gamma Sutra, c'est 1000 fois plus intéressant que de lire de la théorisation de game design par des gens qui très souvent font pas de jeux vidéo, tu vois. Vraiment professionnels dans la vraie vie. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a enfin, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui va avancer et réussir entre guillemets dans le jeu vidéo de quelqu'un qui va stagner ou échouer? C'est-à-dire quoi réussir? Bah, ça dépend ce que t'entends par là. Remplir ses objectifs, moi principalement, c'est se fixer des objectifs Moi et remplir ses objectifs. voilà, je vais dire un truc pareil, Ça peut être ça plusieurs paraît choses, évoluer en peut-être carrière, évoluer être un en gros con en poste. disant ça, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit si dur que ça de travailler dans le jeu vidéo. C'est peut-être une phrase de gros con, mais moi, je pense que moi, ma vision de la vie, tu vois, de comment tu réussis dans ton travail, c'est est-ce que tu es content d'aller travailler? Pas tous les jours, pas toutes les heures. Est-ce que tu es content d'aller travailler? Et c'est pas est-ce que tu fais le truc dont tu rêvais quand tu avais 12 ans, parce que ça, je suis sûr que même les footballeurs professionnels, des fois, ils se disent je serais bien pas footballeur professionnel, c'est juste qu'ils prennent 10 millions par an et que du coup, ils se ferment leur gueule, tu vois. Mais ça veut, tu vois, c'est pas parce que tu entends rêver quand tu avais 12 ans que c'est vraiment ce que tu dois faire. Moi, je considère que tu réussis dans la vie et pas dans le jeu vidéo quand tu travailles et quand ton travail et ta vie de manière générale et correspond à tes besoins et à tes aspirations dans la vie. Et il y a plein de gens qui arrivent dans le jeu vidéo et qui sont pas contents, qui sont pas heureux de ce qu'ils font, tu vois.
et qui pensent qu'ils trouveront autre chose ailleurs, alors que par définition, c'est l'industrie qui veut qu'il y ait pas de trucs qu'ils trouveront pas. C'est beau. Tellement de belles punchlines dans ce podcast aujourd'hui. J'essaye. Tu nous as servi. Je t'ai fait un forfait Ouais, un florilège. avant qu'on commence. Et du coup, ma dernière question. On dit souvent qu'il faut échouer pour ensuite réussir. Est-ce que toi, tu as un échec ou une erreur dans ton parcours, dans ta carrière, dans ce que tu as fait, que tu voudrais partager aux gens qui... Mais plein. Allez, choisis-en une majeure, quoi. Une majeure. Une peut-être dont tu peux parler, je sais pas, s'il y a des projets cachés. J'ai raté le concours de l'Engmin. Tu vois, j'ai raté le concours de l'Engmin une fois, tu vois. Puis pas grave, je l'ai passé l'année d'après, je l'ai eu. Mais c'est un détail dans la vie, tu vois. Quand tu sais ce que tu veux et que tu... Pas forcément tu te donnes les moyens, parce que ça c'est une grande phrase, mais que tu as la chance de pouvoir avoir les moyens, que tu te les donnes ou qu'on te les donne, de faire les choses que tu as envie de faire, euh, faut essayer d'avoir assez confiance en soi pour faire les choses. Mais un gros échec, moi je te dis, mon projet de deuxième année à l'école, on s'est planté comme des rats, mais vraiment comme des rats, parce qu'on a essayé de faire un truc qui était trop compliqué, qu'on n'avait pas réussi à créer une dynamique d'équipe qui marchait, parce qu'on était plus nombreux que l'année d'avant, que en design on a fait n'importe quoi, et que on n'avait pas de trucs à dire dans le jeu. On s'est rendu compte, enfin tu vois, on avait pas de propos, et nous on fonctionnait sur ça quand on était à l'école, on avait envie de raconter des jeux qui disaient quelque chose, et on s'est rendu compte qu'on n'avait rien à dire dans le jeu, et que voilà, à la fin ça donnait un truc qui était pas intéressant du tout. Mais par contre on a appris plein de choses parce qu'on a été assez casse-tête pour faire des trucs un peu compliqués techniquement. Du coup on s'est cassé la tête, mais de toute façon c'est beaucoup plus intéressant de se planter que de réussir, hein. T'apprends beaucoup plus de choses quand tu te plantes, parce que quand tu réussis une fois sur deux c'est parce que t'as eu de la chance. Donc vaut mieux que tu te plantes, tu auras plus de chances de pas faire la connerie une deuxième fois. Écoute, on est arrivé au bout de la liste, enfin. Des questions que j'avais à te poser, des questions de cette interview. Je te remercie beaucoup. Bah moi aussi, hein, c'était un plaisir. C'était un plaisir, j'espère que j'ai pas trop dit de conneries. Le dernier mot est à toi si tu veux partager là où on peut te retrouver tes jeux, retrouver les jeux de Bad ID. Bad ID, on tape Summer Willis sur iOS, sur Android, on va sur badid.studio, qui est un site tout neuf et pas très beau encore, donc faut nous pardonner. Mais voilà. On peut me trouver sur LinkedIn évidemment, Anthony Craft. Eh ben, je te remercie énormément, Anthony. Merci à toi Franck. C'est donc la fin de ce 3e épisode de Meet the Dev. Je remercie évidemment Anthony Craft d'avoir bien voulu participer à cette émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes au podcast ou n'importe quel commentaire sur n'importe laquelle de vos applications de podcast favorites. Bien évidemment, tous les feedbacks sont les bienvenus, hein. On n'est pas designer pour rien non plus. Et évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez participer à l'émission en tant qu'invité, à envoyer un petit message au contact de l'émission sur Twitter, sur Facebook. Suivez-nous @podmeetthedev. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. 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 Très bientôt.